Alors, la seconde partie de ce séminaire national d'enseignement de défense va pouvoir débuter. Donc, nous allons commencer par une intervention de Monsieur Édouard Geffray, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Monsieur Édouard Geffray est directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, et je vous invite à l'écouter. Mesdames et messieurs, chers collègues des INSPE, je suis très heureux d'être présent virtuellement avec vous pour cette journée dédiée à l'éducation à la défense, dans un lieu, j'allais dire, à cet égard hautement symbolique et à un moment hautement symbolique en termes d'exposition, puisque vous êtes réunis à Amiens pour cette occasion et que, comme vous le savez, vous êtes en ce moment même dans les murs qui abritent une exposition sur Amiens de 1915 à 1918. Pourquoi est-ce que nous avons souhaité, avec le réseau des INSPE, le ministère des Armées et donc le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, vous proposer un séminaire sur l'éducation à la défense? Tout simplement parce que nous sommes collectivement une institution, l'éducation nationale, et qu'une institution, comme son nom l'indique, elle a pour objet d'instituer. C'est-à-dire de donner à nos élèves un certain nombre de repères, de les inscrire dans un projet de société qui leur permet d'être demain des citoyens libres, autonomes, doués des mêmes droits et des mêmes devoirs, et conscients d'une destinée partagée. Ce qu'on pourrait résumer par ce triptyque qui nous fait tous vivre, liberté, égalité, fraternité. Cette destinée partagée, elle s'est construite évidemment dans l'épreuve historique, elle se construit aussi dans une capacité de résilience à l'avenir face aux différentes épreuves. Et par conséquent, elle peut convoquer également les ressorts d'une autre institution, celle de la défense, dans le cadre d'une éducation à la défense. Et c'est une éducation donc, qui doit être pleinement partagée, d'abord parce qu'elle s'inscrit dans des réalités de classe. Vous savez que nous avons des classes de sécurité et de défense qui sont maintenant assez nombreuses puisque leur nombre a doublé en l'espace de 5 ans. Elle s'inscrit aussi tout simplement dans un rapport à l'histoire, à la construction du rapport à l'histoire et à la mémoire. Et puis bien sûr, elle s'inscrit dans un travail porté par ce qu'on appelle des trinômes académiques qui unissent donc le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale au quotidien sur le terrain. Et il est évident que nous ne pouvons pas faire cela sans que le réseau des INSPE, qui forme nos futurs professeurs, soit pleinement dedans, tout simplement parce que cette vision-là, elle doit pouvoir être partagée avec nos jeunes professeurs, elle doit aussi pouvoir être confrontée à la recherche en matière de pédagogie et de didactique, et c'est précisément l'objet même des INSPE que de porter à la fois la formation et la recherche en la matière. C'est donc à cette aune que je vous souhaite une excellente poursuite de séminaire et que nous aurons évidemment l'occasion de travailler à l'avenir ensemble à nouveau sur cet enjeu majeur de l'éducation à la défense. Je vous remercie. Nous allons maintenant aborder la seconde table ronde, nommée « Enseigner la défense et le fait militaire, comment faire ?» L'exemple de l'utilisation de la photographie comme outil pédagogique. J'invite pour ce faire à nous rejoindre Madame Catherine Dupuis, enseignante détachée à l'ECPAD, Monsieur Emmanuel Vézia, conseiller défense à l'Académie d'Amiens, ainsi que Monsieur Louis Tessédou, enseignant au lycée Édouard Grand. Cette table ronde sera animée bien sûr par Monsieur Arnaud Papillon, chef du pôle du rayonnement de la politique mémorielle, de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées. C'est bon. Bien, je vous remercie d'être resté pour cette deuxième table ronde de la journée qui donc, vous l'aurez compris, complète et prolonge la première puisque après avoir rappelé ce matin les enjeux de cet enseignement, après avoir rappelé le pourquoi, eh bien, nous allons nous intéresser à la mise en œuvre, nous allons nous intéresser au comment et donc envisager des pistes très concrètes, évoquer ce qui permet d'aborder l'enseignement du fait militaire, plus largement l'enseignement de défense en classe. Donc l'organisation générale de cette table ronde ne change pas. Je vais commencer par présenter rapidement nos intervenants.
Nous verrons ensuite les grandes questions que nous allons traiter. Et puis là aussi, et cette fois-ci, un vrai temps d'échange. On vous a un petit peu squeezé lors de la première table ronde, mais cette fois-ci, un vrai temps d'échange avec la salle suivra qui vous permettra donc de poser vos questions et de dialoguer directement avec nos invités. Donc j'en viens à la présentation de nos intervenants, dont un que vous connaissez déjà, puisque c'est quand même la vedette absolue de cette journée, Louis Tessédou. Donc Louis Tessédou, vous êtes enseignant en lettres histoire depuis 13 ans, 5 ans à Amiens. Vous avez travaillé sur le passé industriel d'Amiens, trouvé à cette occasion le fonds de photographie Berthollet conservé aux archives municipales de Toulouse. Et cela vous a convaincu donc de vous lancer avec vos élèves dans un travail d'analyse et à élaborer l'exposition que nous avons découvert avec bonheur en fin de matinée. Vous allez nous en reparler plus en détail. Emmanuel Vézia, vous êtes agrégé d'histoire, enseignant en lycée, conseiller défense du recteur de l'Académie d'Amiens. Et à ce titre, vous avez en charge tous les partenariats entre le ministère des Armées et celui de l'Éducation nationale, notamment le trinôme académique, ainsi que les questions d'éducation à la défense dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la République. Vous intervenez par ailleurs régulièrement à l'INSPE d'Amiens, au profit donc des étudiants, des professeurs stagiaires, des premiers et second degrés. Et j'ajoute que vous êtes également officier de la réserve opérationnelle et auditeur de l'IHEDN. Enfin, last but not least, Catherine Dupuis, vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire contemporaine, professeur détaché à l'ECPAD en charge des actions pédagogiques. Vous avez publié, et vous publiez d'ailleurs toujours des ressources en lien direct avec les programmes scolaires du secondaire. C'est le cas notamment sur le site de l'Académie de Paris, également sur le MNI-Enseignement. Donc j'en viens à la table ronde, au sujet, enseigner la défense et le fait militaire, comment faire ? L'exemple de la photographie comme outil pédagogique. Alors, nous l'avons bien vu ce matin, l'enseignement de défense n'est pas une matière en soi, je ne vais pas y revenir, pas plus d'ailleurs que l'enseignement du fait militaire, mais il existe de nombreuses manières, il existe de nombreuses façons d'aborder cette thématique dans les programmes, de nombreuses manières, de nombreuses façons d'entrer dans l'histoire du fait militaire. Alors, bien sûr, à cet égard, je ne résiste pas au plaisir d'attirer votre attention sur la plateforme Educadef du site internet Chemin de Mémoire, un site qui met à disposition de nombreuses ressources sur ces thématiques, sur l'enseignement du fait militaire, qui propose des subventions, des soutiens financiers aux projets pédagogiques en lien avec l'enseignement de défense et qui permettent enfin leur valorisation. Je l'ai évoqué rapidement ce matin, j'y reviens. C'est plus largement d'ailleurs une des missions de la DMCA, une des missions de la Direction de la mémoire, de la culture et des archives, que de soutenir les initiatives en la matière et d'être, pour le ministère des Armées, là, entre guillemets, cheville ouvrière du développement de l'enseignement de défense. Alors, parmi tous les supports pédagogiques possibles, nous avons choisi donc d'axer cette table ronde sur la photographie. Nous élargirons peut-être à l'image de manière générale, mais sur la photographie pour plusieurs raisons. D'abord, une raison par défaut, il faut bien faire des choix. Bien évident que nous ne pouvons pas tout aborder, tout dire en un temps limité. Et puis deux autres raisons qui sont des raisons plus positives ensuite. La première, c'est qu'avec la photographie, avec l'image au sens large, nous abordons un champ qui a aussi une dimension artistique. Et cela correspond à une volonté, à notre volonté actuelle, mais qui est aussi celle de l'Éducation nationale, d'investir ce champ artistique et culturel pour sensibiliser les élèves à l'enseignement de défense. Il existe bien évidemment des passerelles, il existe bien évidemment de nombreux liens, de nombreux ponts entre les arts et le fait militaire, ce dont témoigne bien sûr aussi le dernier hors-série des Chemins de la Mémoire qui est mis à votre disposition, dont j'espère que vous l'avez dorénavant tous bien en main, comme moi-même ici, donc des fois que vous n'ayez pas bien perçu la chose. N'hésitez pas à vous en saisir. Il s'intéresse aux représentations du fait guerrier à travers les âges et au travers des arts. Bon, donc ça, c'était la première raison positive, entre guillemets, cette volonté, encore une fois, d'investir le champ artistique et culturel, ce choix. Et puis la deuxième raison, c'est parce que nous disposons donc ici à Amiens d'un exemple très concret sur lequel nous appuyer, donc un projet pédagogique qui combine utilisation de la photographie et enseignement du fait militaire, un projet donc, qui vous a été présenté tout à l'heure, un projet où vous avez pu assister à l'inauguration, et je pense bien sûr au travail de Louis Tessédou. Donc, je vous propose d'entrer sans plus attendre dans le sujet, en ouvrant donc progressivement la focale, c'est-à-dire d'abord en revenant sur le projet de Louis Tessédou lui-même, ensuite en voyant comment la photographie peut être mobilisée au profit de l'enseignement du fait militaire dans les programmes,
Et puis, enfin, en précisant plus largement la place que l'image peut occuper au sein de l'enseignement de défense. Donc, la photographie au cœur du projet pédagogique, un outil pour enseigner le fait militaire et un vecteur de diffusion de l'enseignement de défense. Alors, Louis, au centre de vos projets, au centre de votre travail, il y a ces photographies de Raoul Berthollet, sur lesquelles vous avez donc décidé de faire travailler vos élèves. Bon, plusieurs questions. D'abord, la première, pourquoi ce choix? Pourquoi travailler sur ce fond, précisément? Bon, tout simplement parce que c'était un fond amiénois, avec 500 photos d'Amiens, et faire travailler les élèves de lycée professionnel sur des photos d'une autre ville ou d'un autre pays, est-ce que ça aurait autant marché? Je pense pas. Là, c'est le territoire local qui devient le territoire apprenant, c'est-à-dire que les élèves, ils reconnaissent leur ville, même si elle a été bombardée. Ils reconnaissent leur territoire et ils se l'approprient de manière différente. Donc il y a une moitié de chemin qui est déjà faite avec un fond, des photographies qui ont été prises dans leur ville. Ça, je pense que c'est tout simplement, c'est assez simple. C'est là, voilà. D'accord. Alors après, ces photographies, bien sûr, sont elles-mêmes de toute façon des objets historiques. C'est-à-dire que ces photographies, elles sont prises en un lieu particulier du front, Amiens. Elles sont prises par un officier. Donc leur exploitation, elle implique aussi un travail critique. Donc, comment vous amenez les élèves à ce travail critique? Il y a un travail critique, il y a déjà un travail une appréciation esthétique, dans le sens où, pour en avoir parlé avec Catherine Dupuis, il y a quand même, les gens sur ces photographies sont assez touchants, sont pleins d'humanité. Donc on a des photos, voilà, c'est la Première Guerre mondiale où on utilise la photographie de manière régulière. Donc il y a un côté assez singulier à ces photos. On arrive à suivre la vie de Raoul Berthollet en tant qu'officier, mais aussi en tant... il y a un côté très vie privée sur le fond photographique. Et puis, il y a surtout des légendes qui fait que c'est déjà un fond qui est très humain, mais comme on sait où sont prises les photos, à quel moment, qui est pris en photo, grâce au site Grand Mémorial ou Mémoire des Hommes, on arrive à retrouver les fiches matricules assez facilement. Donc voilà, il y a quelque chose qui rajoute, il y a une humanité en plus qui se dégage de ces photos grâce aux légendes. Je pense que si on n'avait pas les légendes, on arriverait à trouver que c'est un capitaine ou un lieutenant, on arriverait à situer, mais là, c'est de l'histoire puzzle où on arrive à reconstituer sa vie en tant qu'officier, dans sa vie de militaire, mais aussi sa vie privée, puisqu'il a eu une vie, il a eu une compagne amiénoise, il a des camarades qui sont récurrents dans les photos. Donc voilà. Donc il y a les légendes, il y a l'humanité. Je pense que ce qui touche les élèves, c'est le fait d'avoir ces êtres humains qui sont en face d'eux et qui ont laissé un témoignage. Et puis il y a le côté inédit où ils avaient conscience que personne n'avait jamais vu, entre guillemets, ces photos avant eux. Donc il y a le côté, il y a le côté pépite qui est important. Okay. Je crois que vous aviez quelques images peut-être à nous proposer de ce travail, non oui. D'accord. Okay. Alors on va commenter en direct. Donc voilà, il y a Raoul Berthollet qui se trouve avec sa compagne qui s'appelle Jeanne Cornu, qui est la fille d'un boucher amiénois. Alors pour avoir questionné mon boucher à Amiens, les Cornus sont sur Amiens, ils sont jusqu'aux années 70, ils règnent sur la boucherie amiénoise. Ils ont aujourd'hui quitté Amiens. Alors ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que tout ce qui est lié au fait militaire, c'est la ville. Dès qu'il a des moments privés, ils vont dans la nature en fait. Dès qu'il est avec sa compagne ou avec ses camarades, on les voit, mais là c'est le chemin de halage avec la Somme qu'on peut distinguer. Si c'est un moment privé, amical ou sentimental, la ville n'apparaît pas, il va toujours se réfugier dans la nature. Donc ça va parler aux élèves. Les élèves reconnaissent le lieu où ils se baladent le dimanche en famille, donc c'est le chemin de halage. Tout de suite ça parle, en fait, le prof il disparaît un petit peu dans ces cas-là. La photo elle fait le travail toute seule. Donc il a fallu encadrer les photographies. Donc comme c'est des plaques stéréoscopiques, les agrandissements sont très particuliers. De mémoire, ça fait 65 sur 30 cm. Donc si on achète ça, si on achète des cadres faits sur mesure, on a un gestionnaire du lycée qui va pas être très content. Donc c'est le personnel technique du lycée qui a fait les cadres sur mesure, puisqu'il était menuisier au départ, et les élèves les ont peints, et c'est nous qui avons fait l'encadrement l'année dernière. Il a fallu monter l'exposition l'année dernière. Donc là, c'est Maxence qu'on a vu ce matin qui monte les cadres sur les Simèzes.
Donc, comme ce sont des élèves qui sont nés dans les années 2000, le niveau à bulle n'existe pas en tant que tel, c'est l'application niveau à bulle. Donc, ils avaient tous téléchargé l'application niveau à bulle et toutes les photos étaient correctement installées. Mais il faut installer une exposition. Et comme ce sont des bacs pro animation, on avait fait un carnet de guerre où, à partir des photos de Raoul Berthollet, des élèves de primaire sont venus et on avait investi dans des plumiers. Et des élèves de primaire devaient reconstituer le carnet de guerre de Raoul Berthollet à partir des photographies encadrées par les élèves. On a eu la chance d'aller à l'Historial de Péronne grâce au service éducatif, où pour la première fois les élèves vont dans un musée, mais non pas pour être entre guillemets consommateurs ou spectateurs ou visiteurs, mais ils sont acteurs. Donc c'est eux qui ont installé l'exposition au sein du musée, donc c'est un rôle quand même symbolique assez fort. Et on voit Chloé et Méline sur la droite qui plient les plaquettes qui ont été utilisées par des élèves de collège pour de la médiation 2022-2023. Donc là, c'est le lieu de l'exposition ce matin. Donc c'est de l'histoire puzzle. Donc il y a eu une première étape que j'ai pas mis en photo. Comme on a un fonds 1915 Berthollet et un fonds 1918 ECPAD qui marchent par doublon, il a fallu tout encadrer. Tous les cadres sont numérotés parce qu'il y a une première équipe qui a fait l'encadrement. Mais comme les cadres ont été mélangés, voilà, au dos, on a numéro 1 1915, numéro 1 1918, numéro 2, etc. à chaque fois, jusque toutes les paires de photos. Et ils ont repris les bases de l'année dernière avec, voilà, ils ont encadré niveau à bulle électronique et une élève qui sait faire les nœuds pour l'encadrement. Enfin, moi, je suis très maladroit et sans elle, j'y serais encore. Et voilà, l'exposition terminée. Au bout d'une heure ou deux, on a réussi à monter une exposition. Merci. Donc, exposition, effectivement, très belle exposition qu'on a vue ce matin. Peut-être oui, alors le monsieur sur la photo est un cheminot dont voilà, le nom, je l'ai oublié. Mais le moment qu'on ne peut pas inventer, c'est que quand on monte l'exposition, une Amiénoise passe et reconnaît sur la photographie, reconnaît son oncle. Donc les élèves sont venus me chercher en panique. Monsieur, quelqu'un veut vous parler. Donc j'arrive, elle me dit, bah là, c'est mon oncle. Et elle nous a ramené sa pièce d'identité. Et puis, on parlait d'humanité. C'est encore plus humain, parce on savait déjà que c'était Edmond Famechon qui avait pris les photos. On avait la date, mais à côté des 3 soldats britanniques, on a aujourd'hui l'identité de ce cheminot. Mais voilà, on installe le lendemain ou la veille, ou elle vient pas, on la rencontre pas, la dame. Là, tout ça, on peut pas le programmer. Superbe. Catherine, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos justement de ce travail critique également sur l'image et cette nécessité aussi d'un travail critique. Donc Catherine, vous représentez ici le CPAD. Donc ce travail critique, j'imagine qu'il est aussi au cœur des ateliers que vous animez dans les classes que vous recevez au Fort d'Ivry. Donc ça, c'est déjà une première question. Et puis, dans la foulée, peut-être que vous pourrez nous expliquer justement l'apport de votre établissement dans le projet de Louis Tessé-Doux et ses élèves. Alors moi, je vais d'abord commencer par le tout. Là, on a vu la partie de qualité exceptionnelle avec le projet qu'on a pu conduire avec Louis. Mais à l'ECPAD, en ce qui concerne les projets pédagogiques, on a vraiment la volonté de prendre en compte la diversité à la fois des publics scolaires et des établissements. Donc vraiment la diversité des niveaux, des classes de collège, essentiellement de 3e et de 4e avec des classes défense, les lycées généraux, technologiques, avec tout autant les programmes d'histoire de première et de terminale, et puis avec les nouveaux programmes, la GGSP, et également, pour 2 exemples précis, celui de Louis et une classe de SECPA d'un établissement d'Orléans, donc les lycées, les établissements professionnels. Ensuite, on a également la volonté de faire que cette géographie de ces établissements soit totale. Donc, quel que soit votre établissement, vous pouvez venir nous voir. Établissement francilien, établissement de province, également établissement français de l'étranger. Alors là, on ne se déplace pas, on utilise la visio. On a eu par exemple un retour d'un établissement chilien. Et il y a également l'idée qu'on travaille tout autant avec le public qu'avec le privé sous contrat. Et puis également la diversité à la fois de la nature et de la diversité des sujets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enseignant, et moi je pars toujours de ce que cherche l'enseignant, donc un enseignant propose un projet, même si au départ ça ne me parle pas forcément, que ce projet a un lien direct avec le fait militaire contemporain ou très contemporain, et que l'on puisse y répondre
Tout à l'heure, le directeur de l'ECPAD vous a expliqué, hein, l'établissement procède d'une création en 1915. On a des dons qui remontent plus en amont. Il y a par exemple des opérations militaires qu'on ne peut pas documenter à partir du moment où il n'y avait pas d'opérateurs ou pas de soldats sous uniforme français qui étaient sur le terrain. Mais sinon, donc, tous les sujets sont envisageables, et ils sont envisageables véritablement de manière large, c'est-à-dire à la fois, et ça reprend le terme de fait militaire, hein, les opérations, mais l'idée que le fait militaire, c'est une structure, c'est un fait social total. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec de très belles photos, et qu'on documente la totalité de ce que peut convoquer le fait militaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le documente parce que les archives de l'ECPAD nous permettent de le faire. C'est-à-dire que ces archives, elles exposent la totalité des focales, des angles auxquels on peut penser quand on aborde le fait militaire. Alors ça, c'était la première chose. Donc, maintenant, pour ce qui est du travail critique sur ces archives, ce travail critique, il est forcément au point de départ de l'atelier que l'on va conduire ou du projet que l'on va conduire. Louis l'a rappelé, hein, l'importance du travail, enfin tout ce qu'une image oblige à, notamment dans la façon de la regarder, mais avec l'idée que justement ce travail critique, il est d'autant plus important et profitable qu'à partir du moment où on est sur des sources primaires, on est véritablement pour les élèves au cœur de la construction de l'histoire. Donc forcément que là, la critique, elle va pouvoir se développer, mais vraiment dans le bon sens du terme, et être véritablement un outil pour que les élèves puissent faire de l'histoire. Donc ces sources primaires imagées, elles sont chez nous photographiques et ou filmiques. On peut en chasser les deux regards. Et puis, il y a vraiment l'idée, on le regardera tout à l'heure, on l'a vu là à l'exposition, mais on le regardera tout à l'heure avec les exemples que je vous proposerai. Il y a vraiment l'idée que le photographe, ce qu'il est en train de capter, et tout à l'heure, monsieur le directeur de cabinet disait que c'était ça qui s'éloignait, et ça c'est évident, hein. Il est en train de capter un événement qui, pour nos élèves, est de plus en plus loin, mais il est vraiment en train de le capter au moment où il se produit, ou au moment où on est en train d'en créer la représentation. Et dans les deux cas, on est sur une archive, sur la construction d'une archive historique, qui nécessite donc un appareil critique et une historicisation. Et ce qui est extrêmement aussi intéressant dans cet outil critique, c'est qu'il faut que les élèves questionnent ce qui est la particularité de cette image, qu'elle soit fixe ou animée, c'est-à-dire le fait que le photographe, l'opérateur, a fixé un présent qu'il a volontairement choisi de fixer. C'est ce présent-là qu'il fixe et pas celui qui était à côté. Donc tout ça, c'est un objet de critique. Et puis il y a également donc le fait que concernant ces archives de provenance militaire, on est de manière plus ou moins nette dans une commande institutionnelle, et que cette commande institutionnelle, elle nécessite aussi d'être posée, d'être critiquée. Et puis, et ça c'est peut-être l'angle qui est le plus facile pour les élèves à aborder, on va pouvoir faire la critique du cadrage, de la manière dont la scène est rendue, avec l'idée que, quelle que soit l'image, et tout à l'heure Louis évoquait l'importance des légendes, on a également des photos qui sont sans légende, je vous en donnerai un exemple plus tard, donc toute image, on ne peut la regarder, l'analyser, la comprendre, et pour les élèves, ça va être ça aussi le cœur de la critique, que si on arrive à prendre la mesure, à prendre en compte les raisons et les conditions de cette production. Et ça, c'est véritablement un travail premier qu'il faut faire avec les élèves. Et tout ce travail de critique permet d'éviter ce qui constitue, me semble-t-il, la plus-value, enfin la première plus-value de nos archives, à la différence d'images, notamment je pense aux films de fiction qui sont régulièrement convoqués dans les classes. Ça évite les anachronismes, même si, comme on le rappelait tout à l'heure, on a l'impossibilité de s'approcher de ce qu'a été la situation vécue par ces personnes photographiées. Mais en tous les cas, on en est plus près parce qu'on en a l'image que d'une image reproduite 200 ans plus tard. Merci.
Emmanuel Vézien, on verra peut-être tout à l'heure comment l'image peut être mobilisée dans le cadre de l'éducation aux médias, également de l'éducation artistique et culturelle. Mais d'emblée, très rapidement, l'éducation nationale suit-elle aujourd'hui beaucoup de projets semblables à celui de Louis, enfin des projets qui associent enseignement du fait militaire, travail sur l'image, en l'occurrence photographique. En clair, ce lien avec l'éducation artistique et culturelle, est-ce qu'aujourd'hui c'est entre guillemets, une tendance que vous constatez, que vous observez? Alors effectivement, oui, je confirme, hein, c'est même beaucoup plus qu'une tendance, hein, c'est une réalité. Le nombre d'expositions suivies et de projets suivis est particulièrement conséquent. C'est lié donc notamment au nombre de ces expositions qui existent, à ces sources qui sont particulièrement nombreuses. Donc pour développer davantage sur ces expositions qui sont des outils, des expositions au rayonnement international pour certaines, nationales, et puis au rayonnement également local, avec cette proximité qui va être fréquemment utilisée par les enseignants. Donc autour de deux axes, finalement, deux types d'expositions. Des expositions à caractère historique et mémoriel autour de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et puis également des expositions sur des conflits beaucoup plus actuels, avec, on le verra tout à l'heure à travers quelques cas, une dimension de prospective sur ce que peuvent être les conflits de demain, ou en tout cas ceux auxquels on se prépare aujourd'hui. Alors, si je précise un petit peu pour chacun de ces types d'expositions autour de la Première Guerre mondiale, je parlerai à la fois de l'Académie d'Amiens, et puis également, je prendrai un petit peu de recul par rapport à l'échelon national, notamment l'absence que je vous prie de bien vouloir excuser de Stéphane Collin, qui a été empêché, qui est le délégué pour l'éducation à la défense au sein des deux ministères, Éducation nationale et Enseignement supérieur. Bon, au niveau de la Première Guerre mondiale, pour l'Académie d'Amiens, de nombreux projets ont émergé à l'occasion en particulier du centenaire de cette Première Guerre mondiale, où la photographie a été un support d'étude, un support de réflexion pour les élèves, et elle a été également un objet de production. Effectivement, il n'aura échappé à personne, c'était rappelé ce matin par monsieur le préfet notamment, sur cette terre de Picardie qui a eu à connaître plusieurs batailles depuis la Marne en 14, la Somme, le chemin des Dames, ou le retour de la guerre de mouvement en 1918. Donc de très nombreuses actions qui ont été menées dans ce cadre-là. Des actions également qui sont menées autour des sites culturels qui existent dans le ressort de l'Académie d'Amiens. Je pense en particulier, si vous pouvez mettre la diapo avec les affiches, s'il vous plaît. Juste après, je reviendrai peut-être sur ces questions juste oui, après. Absolument. Dans un premier temps, là, je vais revenir un petit peu sur l'utilisation de l'image dans le cadre de l'enseignement du fait militaire. Et je vous redonne la parole après l'intervention de Catherine, et on complétera vos propos, effectivement. Donc, concernant effectivement la photographie, on a vu qu'elle était au cœur du projet de Louis. Maintenant, plus largement, effectivement, l'image peut être mobilisée au quotidien dans les classes pour enseigner le fait militaire. Et donc, au-delà, encore une fois, du cas particulier qui nous a été présenté ce matin, Catherine, peut-être pouvez-vous d'ores et déjà nous rappeler comment la photographie peut être utilement utilisée aujourd'hui pour appuyer, pour étayer l'enseignement du fait militaire et du coup ce que le CPAD a à offrir en la matière. Je pars sur cette diapo-là. Je crois, oui. Alors, non. Je voudrais qu'on revienne sur la précédente. Ouais. Alors on va revenir sur la précédente. Voilà, donc d'abord pour présenter, je me servirai également, donc j'irai assez vite, reprenant ce qu'a dit tout à l'heure le directeur de l'ECPAD. Donc, ce que permet d'offrir le CPAD en matière d'image pour enseigner le fait militaire, c'est, me semble-t-il, l'incontournable de ces chiffres. C'est-à-dire qu'effectivement, nous détenons 15 millions de photographies, 94 000 heures de films qui documentent les deux conflits mondiaux, les guerres de décolonisation, les OPEX, les périodes aussi intermédiaires. Et ça permet véritablement, avec un chiffre aussi important, d'avoir une entrée directe dans la capacité, par le biais des images, à documenter ces conflits. Ce qui me permet rapidement d'exposer les deux manières
pour les futurs enseignants d'avoir un accès direct à nos ressources. Alors d'abord, sur le site internet là, dont j'ai mis l'adresse, nous mettons en ligne, en lien avec l'ADMCA et puis le ministère de l'Éducation nationale, nous mettons des propositions de ressources pour les appels à projets, héritiers de mémoire. Donc cette année, une ressource sur Leclerc. Vous ne pouvez pas faire moins. Et là, le problème, c'est de choisir ce qu'on va, dans nos fonds photographiques, ce qu'on va proposer, photographique et filmique. Et puis, également, sur la guerre d'Algérie, on avait choisi de prendre l'angle des harkis. Chaque année, nous proposons aussi des photos et des films qui illustrent le thème proposé pour le CNRD. Même s'il ne nous est pas directement favorable. Cette année, sur l'école, a priori, nous avions moins de choses. Nous avons quand même pu proposer des ressources. Et puis, directement, pour les enseignants, il est possible d'avoir recours à la plateforme Image Défense. Et ça, c'est véritablement un outil qui peut directement être pris en main, à la fois par les enseignants, mais aussi par les élèves. J'y reviendrai un peu après. Donc, puisque là, vous le voyez, alors je n'avais pas tout à fait les chiffres du directeur qui tout à l'heure a dit 320 000 photos. Pourtant, j'ai regardé avant-hier la dernière. Mais en fait, régulièrement, c'est abondé. Donc, ça change. Le visuel change très régulièrement. Mais donc, actuellement, on a plus de 300 000 photos de notre fonds, donc de ces 15 millions, qui sont versées. Voilà. Et donc là, vous pouvez consulter directement. Et donc, 1200 heures de film. Voilà, alors ça c'était pour ce que nous proposons. Donc, alors maintenant on peut effectivement... passer à la suivante, oui. Voilà. Alors, il y a donc la possibilité pour la totalité du programme de troisième, de première, de terminale, quand il s'arrime aux faits militaires, de convoquer nos archives. Et véritablement avec tous les angles possibles pour traiter le fait militaire tel qu'il est proposé par les programmes, et notamment en ce qui concerne les points de passage et d'ouverture. En première, si par exemple nous prenons les opérations militaires, les 4 points de passage et d'ouverture, la bataille de la Marne, septembre 1914, il y aura rétrospectivement des images donc de 1915 sur les destructions, puisque les premiers opérateurs, la section est créée en 1915, mais des dons de 1914. Ensuite, la bataille de la Somme, énormément de visuels, notamment j'ai fait là-dessus une ressource sur l'UMNI à partir de cette bataille de la Somme, avec l'intérêt aussi, c'est qu'à cette époque-là, ça n'est pas le cœur de la bataille qu'on va montrer parce qu'on ne peut pas, mais en fait, on peut très bien faire travailler la bataille avec justement ces à côté. Donc la bataille de la Somme, on pourra également voir les Dardanelles, la dernière offensive de 1918. En revanche, et je vous disais tout à l'heure qu'on a des angles morts, on ne verra pas Tannenberg parce que Tannenberg, la France n'est pas, l'armée française n'était pas présente. Et toutes ces images, ça permet véritablement de questionner sur comment est-ce que ça peut appuyer l'enseignement du fait militaire. Et là, véritablement appuyer, moi je voudrais insister là-dessus, je voudrais appuyer, c'est un mauvais jeu de mots, avec l'idée que prendre nos images, les placer au centre, ça permet véritablement justement de faire ce qu'elles ne sont pas habituellement. Quand la plupart du temps, elles sont convoquées, c'est en accompagnement d'un texte. Elles sont là souvent, malheureusement, comme une fonction illustrative. Et là, véritablement, et donc là, on va voir ces deux exemples, on va pouvoir s'en emparer et faire que les élèves vont questionner ce qui est l'image d'un événement qui leur est extrêmement éloigné, mais qui convoque, alors pour les photographies, l'avantage, donc cette image fixe, qui va convoquer des visages qui ne sont pas ceux d'acteurs qui pourraient maintenant jouer des rôles d'un soldat de la guerre de 14. Hein, les visages ne sont pas les mêmes, les postures ne sont pas les mêmes. Il y a toute une série de choses qui pourraient apparaître comme des difficultés à analyser. Donc tout à l'heure, on parlait de cet éloignement. L'idée que maintenant, ce passé, c'est de plus en plus
pour nous, mais aussi pour les élèves, comme un pays étranger. On n'en a pas les codes. Et avec ces photos et ces films, on n'en aura peut-être pas les codes, mais en tous les cas, on va s'approcher de personnes qui, là c'est l'exemple pour la Première Guerre mondiale, qui ont existé à un temps qui, pour nous maintenant, dont tous les acteurs ont disparu. Donc la seule manière de convoquer des témoignages, c'est de regarder ces visages dont on sait qu'effectivement, ces visages, ils ont existé. Et avant qu'on passe la série de photographies, ça m'a fait penser, parce que j'étais en train de le lire avant d'arriver à Amiens, l'ouvrage de Jérémy Foa sur la Saint-Barthélemy, qui a eu un très beau prix. Il disait au moment de son introduction, j'ai noté la phrase parce qu'elle m'a interpellée, il a dit « il ne faut pas réduire les morts à leur mort ». Et je pense que véritablement, c'est ça que ces photographies et le petit extrait de film là, qu'on va vous passer, permet de faire et permettre que les élèves fassent. Et donc là, la première série que je voudrais vous présenter, donc qui est sur... on peut juste revenir sur la photo précédente, celle d'avant. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire, non pas un pas de côté, mais pour vous montrer que vraiment on ne documente pas uniquement les opérations militaires, donc de vous présenter un focus photographique et puis après un film, vous allez voir, qui fait 37 secondes, c'est très court, donc j'ai intitulé « Photographier et filmer les réfugiés durant la Première Guerre mondiale », avec un premier reportage, 110 photographies, que l'on peut regarder sur Image Défense, et que donc les élèves peuvent regarder et faire leur propre choix. Donc dans ces 110 photographies, moi je les ai regardées, je ne savais pas lesquelles choisir. J'en ai pris 11 en me disant je fais un dixième, un panel. Je les ai prises dans l'ordre de la série du reportage, avec l'idée que quand on a un reportage de 110 photographies, on est véritablement sur un reportage sériel, c'est-à-dire la possibilité de ne pas avoir un seul regard. Ces photographies, c'est 110 photographies multipliées par le nombre de réfugiés qui sont sur ces photographies. Alors, je ne les ai pas comptées, mais ça fait beaucoup. Et donc là, je vous propose de les regarder. Et voilà, sans commentaire, vous allez voir ces visages d'Alsaciens lorrains qui ont été réfugiés, je pense, à partir de 1914 et qui sont dans les villages des Vosges. Voilà la fille au milieu qui est absolument extraordinaire. Voilà. Et donc, vous voyez que la possibilité vraiment d'entrer dans l'histoire avec ce type de reportage photographique, c'est extraordinaire. Et donc, il y en a 110. Et alors, le deuxième petit extrait, donc c'est un film de Rush qui fait 14 minutes et dont on a extrait 37 secondes. Et là, ce qui est intéressant, donc je suis partie du même thème pour montrer aussi comment on peut utiliser photo, film. On n'utilise pas forcément de la même manière, mais on peut enchasser les deux pratiques. Et donc là, l'intérêt, c'est que l'on a toujours des réfugiés qu'on est en train de prendre en photo. Donc on peut aussi faire questionner les élèves, il y a des articles là-dessus, pourquoi est-ce qu'on prend en photo? Ces réfugiés ne sont pas forcément les bienvenus. Donc on est en train de les prendre en photo et on est en train de filmer la prise photographique. Donc vous avez là le photographe sur le premier plan. Et donc, ce qu'on va vous montrer, c'est un opérateur en train de filmer des réfugiés qui se font, pour certains, sans doute photographier pour la première fois de leur existence. Donc voilà, ça dure 37 secondes, c'est pareil, moi je trouve que c'est un bijou.
Voilà, et la fin est abrupte, elle est comme ça. Et ce qu'on s'était dit avec Arnaud Papillon quand on l'a regardé, c'est qu'on a à la fois donc ces personnes qu'on trouve, nous, âgés, qui le sont peut-être moins que ce qu'on pense. Les corps vieillissaient plus vite à l'époque, qui sont donc peut-être pour certains photographiés pour la première fois, qui ont peut-être aussi les postures attendues de ce type de photographie. On peut interroger, est-ce que les postures, elles sont contraintes ou est-ce qu'elles sont mécaniques? Et puis aussi, ce qui nous avait frappé, c'était à côté la posture des deux militaires qui, eux, tenaient la situation en main. Et ça renseigne aussi véritablement sur justement ce que c'est, on peut imaginer, ou essayer d'imaginer, ce que c'est qu'être un réfugié français ou de territoire occupé en Belgique, qui pendant 4 ans va vivre dans un territoire qui n'est pas le sien, qui n'est pas forcément très accueillant, dans des zones qui sont encore ou toujours des zones de guerre, et des personnes qui n'ont jamais quitté avant leur pays, leur petite patrie, et qui là se retrouvent pour un temps assez long, justement étrangers par de nombreux aspects à cette situation. Donc effectivement, cette photographie, l'image de manière générale, la photographie est évidemment mobilisable à des fins pédagogiques, évidemment mobilisable dans le cadre des programmes d'enseignement. Donc Emmanuel Vézia, je reviens vers vous, effectivement, et vous allez avoir l'occasion de finir votre propos, de terminer votre propos. Donc la photographie, elle sert de témoignage, elle sert de preuve, elle sert de support d'étude, elle peut être mobilisée effectivement de façon transverse dans l'éducation aux médias, dans le cadre également de l'éducation artistique et culturelle. Donc, je vous laisse finir effectivement votre propos, parce que la direction, enfin l'éducation nationale, la DGESCO, l'éducation nationale accorde aujourd'hui une attention particulière à ces différentes dimensions, ces différentes éducations, entre guillemets. Et je crois que vous vouliez justement nous préciser quels étaient ces dispositifs, ces classes, ces structures qui aujourd'hui portaient plus particulièrement cet enseignement de défense dans votre institution. Oui, effectivement, oui. Merci Arnaud. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo suivante, s'il vous plaît ? Voilà, c'est là, merci. Donc effectivement, j'en reviens à cette idée de diversité autour des différentes phases. Bon, Première Guerre mondiale, on l'a abordé, à travers également donc, ce qui se fait sur un certain nombre de sites culturels, des expos photos à l'Historial de Péronne, au Chemin des Dames, des ateliers photographiques également, à l'initiative de ces institutions et des services éducatifs qui contribuent à les animer, où ce sont les élèves qui deviennent des photographes. Vous en avez un exemple au milieu réalisé sur le Chemin des Dames. Des expositions également qui vont servir de support autour de la thématique de la Seconde Guerre mondiale, donc l'histoire, la mémoire de ce conflit, avec différentes dimensions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Une exposition en 2018 à Montpellier, donc autour d'un dictateur en images, où il s'agissait là de voir comment l'image pouvait venir en appui de la montée d'un régime totalitaire, comment ces images contribuent à la diffusion d'une idéologie, aussi barbare soit-elle. Une exposition également, toujours dans ces mêmes années, donc à l'initiative du Mémorial de la Shoah, sur les regards que l'on peut porter sur les différents ghettos. L'exposition actuelle également, toujours au Mémorial de la Shoah, sur Julia Pirotte, donc photographe juive, résistante, qui a témoigné de ses moments de vie dans la région de Marseille, qui a photographié également la libération de Marseille. Donc je vous invite à parcourir cette exposition. Madame Dorchy, donc la vice-présidente du Conseil régional, évoquait ce matin également donc, le projet que nous menons avec le Conseil régional, avec le Mémorial de la Shoah, donc autour de ce travail de mémoire. Et là encore, on en revient à ce diptyque où l'image est un objet d'étude. Des élèves, dans le cadre de leur projet, travaillent sur ces images photographiques et en produisent, notamment à l'issue de leur voyage d'études à Auschwitz. Donc ça, c'est pour les expositions qui vont avoir un caractère historique et mémoriel. Des expositions également autour des conflits, les conflits les plus actuels avec cette dimension prospective que je mentionnais. Donc là, par exemple, en 2022, vous avez eu au Musée de l'Armée donc l'exposition Photographie en guerre, où il ne s'agit pas de reconstruire le conflit à travers l'image, mais de voir quelles sont les représentations
du conflit qui sont données à travers ces images. Donc des images qui vont permettre de témoigner, qui vont permettre de documenter, qui vont permettre aussi de tromper. C'est toute l'idée de propagande qui ressort derrière. Des images qui vont permettre également de convaincre, qui vont permettre de souvenir. Donc toutes les finalités finalement que ces images peuvent incarner, prises soit par des militaires, soit par des professionnels, soit par des civils. L'exposition également que j'ai sélectionnée, qui était l'exposition donc Femmes photographes en guerre, là aussi en 2022, Musée de la Libération de Paris, où il s'agit à travers cette exposition de balayer 80 ans de guerre par 8 femmes photographes. Donc on a vraiment le fait militaire qui là est abordé à travers le regard féminin, qu'elle soit combattante, qu'elle soit blessée, qu'elle soit résistante, qu'elle soit plus simplement peut-être photographe. Et puis un point particulier donc sur le festival hors piste au Centre Pompidou, une exposition qui s'est terminée en février dernier, une exposition donc intitulée Voir la guerre et faire la paix, où il s'agit en fait de partir de ces milliers d'images qui abondent sur les réseaux sociaux, de ces milliers de vidéos à l'occasion de la guerre en Ukraine et qui viennent pour certaines contredire les thèses officielles telles qu'elles sont défendues par les différents belligérants, notamment les belligérants russes. Donc derrière cette approche, on a toute la question de l'information, du recueil du renseignement en source ouverte, donc à la disposition de tous, finalement, donc ce que l'on va appeler le SINT, qui va permettre donc, de voir que l'image est en fait une pièce à conviction, que l'effet de cette image va être démultiplié par les réseaux sociaux, et des images également qui, dans le cadre de cette exposition, contribuent à dessiner en fait les guerres à venir, la dimension cyber, la dimension biologique, la dimension spatiale également, avec une place importante qui est laissée à l'imaginaire aussi, y compris dans les guerres actuelles, et qui pose à la fin la question également de l'imaginaire de la paix, c'est-à-dire qu'on photographie la guerre. Comment peut-on photographier la paix? Est-ce qu'il existe des expositions sur ces thématiques ou pas? Donc une exposition véritablement avec une dimension très actuelle, particulièrement utile avec les élèves. Et donc on est bien sur ce registre-là de photographie, à la fois support, à la fois outil pédagogique et photographie également production de la part des élèves sous la conduite des enseignants, à l'image du travail qui a été mené effectivement par Louis et des propositions qui sont faites par le CPAD. Je vous remercie. Donc, il existe évidemment différentes façons d'enseigner le fait militaire, différentes façons d'enseigner la défense. La photographie a toute sa place dans l'enseignement, tant quand elle est exploitée en lien direct, évidemment, avec les programmes d'histoire-géographie, que dans un cadre effectivement plus large d'éducation à la défense. Quelques mots de conclusion, chacun, peut-être pour finir. Alors, Louis Teyssédou, peut-être aussi sur finalement ce que tout cela a apporté à vos élèves, très concrètement. Et puis ensuite, on verra peut-être sur la suite de vos projets. Est-ce que vous en avez fini avec Berthollet ou pas? On finit jamais avec Berthollet. Ce que ça leur a apporté, peut-être un nouveau rapport à l'image, parce qu'en préparant cette journée, c'est des élèves qui ont 16, 17, 18 ans. On est en 2023, ils sont dans un monde qui est gorgé d'images. Moi, je suis TikTok, etc. Je ne connais pas grand-chose, mais aujourd'hui, l'image, pour eux, a un côté quand même assez éphémère. Et d'un seul coup, il y a des images qui arrivent de 1914, 1915, 1918. Moi, je leur ai un peu expliqué comment on prenait des photos sur des plaques de verre. Le côté très rare et très singulier à cette époque. Donc, je pense à un nouveau rapport à l'image, avec l'image qui est à analyser, et puis l'image qui apporte des clés d'explication. Et puis ça leur a permis d'être acteurs dans la cité avec un C majuscule. On est dans le cadre du chef-d'œuvre. Comme dit Paolo Freire, le projet s'est fait avec le chemin. Il y avait au départ une exposition à la bibliothèque Louis Aragon. Grâce à la DMCA et le CPAD, il y a des nouvelles choses. Un nouveau rapport à l'image et peut-être un nouveau rapport à eux-mêmes et à l'image qu'ils ont de leur formation professionnelle, avec un côté, ils sont acteurs et ils sont aussi importants que les autres.
Un nouveau rapport à l'image, un nouveau rapport à eux-mêmes, un nouveau rapport aussi à l'enseignement du fait militaire, à l'éducation à la défense dont on parlait justement. Je vais plaider coupable. J'ai quand même l'impression d'être venu à l'éducation à la défense sans m'en rendre compte. Oui, mais c'est très bien. Il n'y a pas de, il y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Ben voilà, on est parti il y a un an d'une petite exposition modeste. Aujourd'hui, on est ici avec voilà, on sera dans un mois en Inde grâce à ces photographies. Oui, un rapport à la défense et puis un rapport nouveau à la guerre aussi. 14-18, c'est pas qu'une tranchée avec voilà, il y a l'arrière-front, il y a la vie pendant la vie quotidienne, il y a voilà tous les côtés, toutes les facettes de la guerre. Il y a un nouveau voilà, la guerre c'est pas que le combat avec du sang et une tranchée avec des soldats. Il y a d'autres choses. Donc ouais, ça nous a un petit peu changé, moi et puis eux, je pense. Et donc, effectivement, la suite, c'est la dimension internationale. Ce qui est merveilleux avec ce projet, c'est que finalement, on part du local, on parle d'Amiens, on part de la Picardie, on arrive en Inde. C'est fabuleux, quand même. Oui, je pense que si on avait fait un projet sur l'Inde, on serait peut-être arrivé en Picardie, c'était sûr. Mais là, on est parti de la Picardie et on arrive en Inde. Donc voilà, il y a des photos extrêmement rares de soldats indiens, du corps expéditionnaire indien, qui est assez peu connu. Il y a des lettres de soldats indiens et grâce au centre de recherche historique dirigé par Rana China, on est invité à une conférence internationale à New Delhi. Voilà, je pense que si on avait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Et c'est grâce à ce projet, grâce à au travail des élèves, au soutien des différentes institutions qui fait que les choses sont rendues possibles. Mais sans ces photos et sans ce chemin parcouru, il n'y aurait pas eu ce voyage. Ce qui permet aussi de rappeler justement l'histoire partagée, pour le coup, commune à ces soldats. Ouais, l'histoire partagée et le côté, voilà, la mobilité des élèves, c'est aussi important de voir, enfin, des choses, c'est eux qui l'organisent un petit peu, le voyage, le passeport, le visa, les vaccins, où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est des futurs, ce sont des bacs pro animation, donc des futurs animateurs, donc ils vont devoir organiser des voyages. Alors ils iront peut-être pas en Inde avec le centre aéré, mais en tout cas, ils voient un petit peu comment les choses se font pour quitter le lycée. Merci. Catherine, sur les prochaines expositions photographiques de l'ECPAD susceptibles d'intéresser les enseignants, sur les travaux que vous menez en lien avec la photographie. Et alors d'abord, donc une fois que Louis sera rentré d'Inde, puisqu'on a vu tout à l'heure, et moi aussi ça me tient à cœur, l'importance des territoires. On a bien vu comment son projet pédagogique est enchâssé dans un territoire. Eh bien, donc Louis viendra au mois de mai avec ses élèves à l'ECPAD, à Ivry. Et ce qu'on avait proposé, on s'était mis d'accord justement pour garder cette importance du territoire sur le fait que cette fois-ci, ils feront une médiation avec les élèves d'un établissement, d'un lycée général d'Ivry, lycée Romain Rolland. Et le lycée Romain Rolland d'Ivry, il est à Ivry, mais il jouxte véritablement le CPAD. Et donc l'idée aussi, c'était vraiment ça, c'est-à-dire prolonger ce travail de médiation à Ivry avec des élèves de première, et donc les élèves de Louis qui présenteront leurs travaux. Alors après, je ne sais pas si nous aurons d'autres projets communs, mais en revanche... Louis est un homme plein de ressources, il a de multiples projets. Nous travaillons avec d'autres interlocuteurs. Et moi, j'ai un projet avec le SHD en me disant que c'est justement intéressant d'avoir les deux versants pour les élèves, c'est-à-dire de convoquer à part égale les archives imagées. Et puis, ce qu'ils ont classiquement l'habitude, qu'ils ont sans doute plus en tête quand on parle d'archives, c'est-à-dire les archives, on va dire les écrits. Et donc là, on est en train de monter un atelier qu'on proposera à partir de l'année prochaine sur la guerre d'Algérie, parce que nous, et j'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, donc on a à la fois les fonds organiques, et puis on a effectivement beaucoup de dons qui véritablement documentent des pas de côté, ou en tous les cas une photographie qui n'est pas, ou qui est moins une photographie de commande institutionnelle. Et à l'ECPAD, concernant l'Algérie, il y a des dons donc de ces photographes qui ont donné à l'ECPAD leurs images algériennes, et c'est assez extraordinaire. Hein, donc déjà, on peut, avec les élèves, travailler. Qu'est-ce que ça veut dire que donner des photos à un centre d'archives, c'est-à-dire pas un dépôt, véritablement un don, alors qu'on aurait pu les conserver chez soi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour des particuliers de faire don de ce qui va devenir, de ce qui devient une archive au service de tous. Et donc, on va prendre ces photographies à la fois de la commande officielle du service, de ce qui s'appelle à l'époque, au moment de la guerre d'Algérie, le service cinématographique des armées, avec des photographes de fonds privés, et
que l'on va enchâsser à part égale avec un tapuscrit donc d'un prononcé de discours de 2 généraux pour le versant militaire et puis d'un haut fonctionnaire, enfin moi je l'ai identifié comme un haut fonctionnaire pour le point de vue administratif, donc de ces 3 personnes qui en commande institutionnelle présentent ce que c'est que la pacification, qu'ils appellent telle que avec majuscule, donc qu'ils présentent à Alger en 1957. Et donc ce qui serait bien, c'est que ces 2 types de sources permettent aux élèves d'interroger ce qui, là ça fonctionne ensemble, hein, tout ce qui va être stratégie discursive et photographique de ce qu'on peut appeler une façade institutionnelle. Voilà. Donc ça s'adressera, me semble-t-il, à des élèves de terminale, mais où on mêle le programme d'histoire et puis la GGSP, à la fois les mémoires de la guerre d'Algérie et puis le thème sur les médias. Voilà. Donc si tu veux y participer... Je suis là. Voilà, avec plaisir. Emmanuel Vézia, les mots de la fin sur l'éducation artistique et culturelle, la diffusion de nouveaux vecteurs mobilisables au profit de l'enseignement de défense, notamment sur le site du SCOL. Oui, alors effectivement, donc on est bien, comme vous l'avez dit Arnaud, hein, pour l'éducation à la défense, à la croisée entre l'éducation aux médias, à l'information, hein, la dimension lutte d'influence, cyberdéfense aussi, hein, qui a toute sa place. Cette influence qui est aujourd'hui fondamentale dans les conflits, on le voit notamment avec l'Ukraine. Donc éducation aux médias, à l'information, éducation artistique et culturelle, on l'a largement abordé. Donc tout ça pour alimenter un certain nombre de dispositifs que sont, si je puis dire, le fer de lance ou la vitrine à travers les classes défense et sécurité globale. Des dispositifs également que sont les soutiens apportés, bien entendu, par le ministère des Armées, ces différentes chaînes, que ce soit l'EMA ou le secrétaire général pour l'administration, hein, qui sont incontournables pour que tout cela puisse fonctionner sur le terrain. Et puis, dernier dispositif que j'aborderai, ce sont tout simplement les classes au quotidien. C'est-à-dire, au-delà des dispositifs spécifiques, c'est bien effectivement l'affaire de tous les enseignants, avec le concours des trinômes académiques, pour intégrer ces dimensions, pour travailler sur ces questions-là, ces questions sur le fait militaire, qui sont partie intégrante de l'éducation à la citoyenneté et qui sont absolument indissociables de l'apprentissage, du partage de ces valeurs de la République qui sont la mission première de l'école. Et il sera effectivement ensuite, pourquoi pas, intéressant de développer sur une dimension d'image animée, hein, comme ça se fait aussi de manière conjointe sur différentes CDAG telles que celles que vous pouvez avoir ici à l'écran. Donc voilà les points clés sur lesquels nous pouvons terminer. C'est parfait, je vous remercie beaucoup.